liberté, égalité, fraternité et les valeurs de la République sont certainement la base de la citoyenneté. Et on a voulu tous traiter ça dans un premier temps. Alors, Monsieur Auduc, les enseignants le connaissent très très certainement. Il est aujourd'hui à la retraite, certes. Après une carrière au service de l'éducation nationale, où il exerça comme professeur d'histoire en collège et lycée, il a également été chargé de cours en histoire à l'université et directeur des études d'un IUFM. Voilà. Alors, il est connu pour ses écrits. Il est l'auteur, entre autres, de Faire partager les valeurs de la République, qu'il a été édité chez Hachette en 2014. Et son dernier ouvrage est paru en octobre 2016. Il s'intitule Famille-École, construire une confiance réciproque. Et vous le trouverez auprès de Canopé, le réseau de documentation et d'accompagnement pédagogique bien connu des enseignants. Et ça ne sera pas une surprise, Monsieur Auduc est membre de la Crème. Laïcité et fraternité. Donc moi je vais passer maintenant la parole à Jean-Louis Auduc. Il sera question dans son intervention de fraternité, bien sûr, mais la fraternité comme engagement de tous pour la réalisation d'objectifs d'intérêt général dans un État laïque et des crises du sentiment commun d'appartenance qu'elle peut engendrer. Ça te va, Jean-Luc ? Ça me va. On m'entend au fond, parce que j'aime pas beaucoup avoir de micro. Je voudrais faire 6 focus sur concernant l'enjeu de la fraternité et de la laïcité. Premier focus, effectivement, on l'a rappelé, la fraternité, c'est une des valeurs de la République. C'est ce qui est défini sur les murs, c'est ce qui est dans la Constitution française. Et moi, il y a un texte que j'aime beaucoup dans la Constitution française, dont je regrette qu'on ne l'ait pas tiré en affiche pour tous les établissements scolaires, à l'occasion, il y a 18 jours, de son 70e anniversaire. C'est le préambule de la Constitution de 1946 qui donne de la chair aux valeurs de la République et notamment à la fraternité, en décrivant un certain nombre d'objectifs qui nécessitent l'engagement de tous et qui sont la clé des valeurs de la République, pour reprendre le texte. Écoutez ce qui est dans notre Constitution comme objectif à réaliser, nécessitant l'engagement de tous. C'est d'ailleurs une association qui participe à la réalisation de ces objectifs, peut être déclarée d'utilité publique. C'est ce qui détermine l'utilité publique. Objectif 3, garantir à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. Voyez, dès 46, objectif fixé dans la Constitution. Objectif 4, qui a effectivement une singulière résonance aujourd'hui et par rapport à la fraternité, accueillir sur le territoire de la République tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté. Objectif 11, garantir à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Je pourrais continuer. Pour moi, ce texte constitutionnel est extrêmement important parce qu'il donne de la chair aux valeurs de la République et qu'il indique que ces objectifs, pour être construits et pas être abandonnés, nécessitent l'engagement permanent de tous. C'est pourquoi je me place tout à fait dans ce qu'on disait tout à l'heure en citant Victor Hugo. La fraternité, c'est un devoir, parce que le premier mot de la fraternité, c'est le mot engagement, et il est très présent dans ce préambule de fin octobre 1946. Deuxième focale,
qui, effectivement, me semble un enjeu important aujourd'hui. Quand on lit la loi de 1905 et les débats, elle détermine dans la société 3 espaces. Et je trouve qu'on vit aujourd'hui une crise de ces espaces. Premier espace, on l'a cité, mais je le reprends, l'espace intime, l'espace particulier, l'espace de la liberté de conscience, l'espace, comme disait Jean Jaurès, du jardin secret qui est là. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, Jaurès disait, la maîtrise du jardin secret, c'est la construction de la personne, parce que ça détermine avec qui je vais partager des secrets, avec qui je vais être ami. À l'heure de Facebook, d'Instagram, des réseaux sociaux, des jeunes et des moins jeunes, quelle est la nature du jardin secret? Quand je fais une conférence dans un lycée et que j'aborde ces espaces, parce que pour moi, c'est le cœur du contrat social français. Je dis, quand il y a 30 ans, je faisais un journal intime, je le planquais sous 3 matelas pour que personne ne le voie. Aujourd'hui, j'ouvre Facebook et je vois tout ce que mon fils cadet fait. Ça veut dire que de ce point de vue-là, quand on a 1800 amis, est-ce que c'est vraiment des amis? Est-ce que c'est aujourd'hui des secrets? La non-reconnaissance de cet espace intime, de cet espace particulier, fait qu'un certain nombre de jeunes et de moins jeunes vont le projeter dans des espaces publics et d'intérêt public parce qu'ils ne reconnaissent pas ce que Jean Jaurès et Briand appelaient l'endroit inexpugnable de la liberté de conscience où personne ne va regarder par le trou de la serrure ce que vous mangez ou comment vous vous comportez. Premier espace, donc l'espace intime particulier. Second espace, l'espace public partagé. La rue, qui effectivement est un espace où il peut y avoir des intérêts particuliers collectifs qui s'expriment, où je peux distribuer des tracts politiques, syndicaux ou religieux, ou comme le dit la loi de 1905, article 27, les cérémonies, processions, manifestations extérieures d'un culte seront régies en conformité avec les articles de la loi de 1884 sur les manifestations politiques et syndicales. Cet espace public partagé, c'est effectivement le second espace. Et puis il y a un troisième espace, qui est l'espace d'intérêt général. C'est le terme employé, que j'emploierais avec un terme plus actuel, l'espace de service public. Et l'espace d'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est l'espace du bien commun, et ça signifie de ce point de vue-là qu'à partir du moment où on parle de bien commun, où on parle d'espace général, d'intérêt général, il y a des règles particulières qui ne peut pas notamment y avoir dans ces espaces d'intérêt général, dans ces espaces de service public, de la propagande et du prosélytisme. À 2 pas du lycée qu'a construit Jean Zay, le lycée Hélène Boucher, je ne peux pas ne pas rappeler sur ces espaces d'intérêt général les textes de Jean Zay, qu'on avait malheureusement oubliés dans les années 2000, de 1936, qui définissait effectivement l'interdiction de la propagande et du prosélytisme dans les collèges et lycées. Je vous en cite quelques extraits. Circulaire du 1er juillet 1936. J'invite tous les chefs d'établissement du secondaire à veiller à ce que soient respectées les instructions suivantes. Vous voudrez bien considérer comme un signe politique tout objet ou vêtement dont le port constitue une manifestation susceptible de provoquer une manifestation en sens contraire. L'ordre et la paix doivent être maintenus à l'intérieur des établissements scolaires. Elle est complétée par la circulaire du 15 mai 1937. Ma circulaire de 1936 a attiré l'attention des chefs d'établissement des collèges et lycées
sur la nécessité de maintenir l'enseignement public à l'abri de toutes les propagandes politiques, il va de soi que les mêmes prescriptions s'appliquent aux propagandes confessionnelles. L'enseignement public des collèges et lycées est laïque. Aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise dans ces établissements. Je m'en demande d'y veiller avec une fermeté sans défaillance. Jamais ces circulaires n'ont été abrogées. Pourquoi ne les a-t-on pas sorties en 1989 alors qu'elles figuraient dans le corpus des textes existants? Troisième focale par rapport à ces questions. La fraternité, c'est aussi pour moi des mots extrêmement importants. Je vous ai cité quelques mots par rapport à ça. C'est le mot assistance et aide. Je ne laisse pas sur le bord du chemin quelqu'un qui est en difficulté. Et je pense que c'est un mot important. La fraternité, c'est ne laisser personne au bord du chemin. Ô combien nous sommes en rupture avec un individualisme qui peut être là. C'est aussi la fraternité, le refus de la violence, la paix. C'est aussi la notion de solidarité, c'est aussi la notion de respect, c'est aussi la notion d'accueil qui est extrêmement important. Mais aujourd'hui, ces notions d'accueil, ces notions de respect, ces notions de solidarité sont attaquées parce que notre société subit une crise qui est une crise extrêmement significative. Je crois qu'il y a 3 termes à la crise que nous vivons actuellement. Premier élément, il y a une crise de sens. Vers où allons-nous? Sur quelles valeurs? Sur quels enjeux? Et de ce point de vue-là, la fraternité est un enjeu important. Il y a ensuite une crise d'utilité. À quelle place vais-je être? Qu'est-ce que je vais occuper? Et je le dis d'autant plus que nous vivons une situation où aujourd'hui, aucun parent, père, mère n'est sûr que son enfant vive mieux qu'eux. Et ça pose effectivement question par rapport à ces crises. Et troisième crise, et je vais un peu la développer, c'est une crise d'identité. Nous avons beaucoup de jeunes, et moi j'habite dans une banlieue voisine qui est en Seine-Saint-Denis, et de ce point de vue-là, je le vois, j'ai beaucoup de jeunes qui sont ni d'ici ni d'ailleurs, qui sont des jeunes déracinés. Mais ce n'est pas seulement ceux qui viennent d'autres pays, c'est aussi dans la situation effectivement d'urbanisation de la France, nous avons une société de déracinés, et quand on est déraciné, je m'excuse de la comparaison, mais on est un peu comme les tomates hollandaises hors sol, on peut vous donner n'importe quel goût et n'importe quelle couleur. Et il y a beaucoup de mauvais bergers de ce point de vue-là. Je pense que de ce point de vue-là, nous n'avons pas à opposer le nécessaire réenracinement, qui est la construction d'un sentiment commun d'appartenance pour faire de la fraternité, et effectivement cette quête d'identité. Permettez-moi de citer quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Aimé Césaire, et qui, dans le discours sur la négritude, s'oppose à ce que citait tout à l'heure avec raison Philippe Guittet sur le repliement. Césaire nous disait la quête d'identité, ce n'est ni tourner le dos au monde, ni faire sécession au monde, ni bouder l'avenir, ni s'enliser dans le repli communautariste, il le disait lui-même, ni dans le ressentiment. Notre engagement, notre réenracinement n'a de sens que si c'est un dépassement et la conquête d'une nouvelle et plus large fraternité. Je
crois que de ce point de vue-là, dans cette formule de Jean Jaurès, dans cette formule d'Aimé Césaire, vous voyez, ils suivent, et je les unis tous les deux. Nous avons effectivement une piste, travailler sur le réenracinement des jeunes, c'est effectivement ouvrir à une plus large fraternité, et on a raison de condamner effectivement le discrédit de ce qu'est le repli communautaire. Ça est le terme communauté, dès 1907, dans l'application de l'article 42 de la loi de 1905, Georges Clémenceau, l'article 42, c'est celui qui donnait les jours fériés judéo-chrétiens, dès 1907, Clémenceau faisait un texte qu'il adressait à la communauté juive, fin de citation, pour les autoriser à des absences lors de 3 fêtes religieuses juives. Et Édouard Herriot, en 1925, publiait un texte concernant l'application de la loi de l'article 42 de la loi de 1905, autorisant les absences à l'occasion des fêtes propres des communautés arméniennes, musulmanes ou juives, texte de 1925, Édouard Herriot. Donc le terme de communauté, il est depuis des siècles dans la formule française, mais la communauté, ça ne peut pas être le repliement, ça ne peut pas être effectivement d'être dans une situation où je refuse et où je traduis la communauté comme un entre-soi. Mais de ce point de vue-là, je crois qu'il faut aussi marcher sur 2 jambes. Autant je condamne très fortement les communautaristes qu'on a cités, autant, comme la Fondation ATD Quart-Monde, je condamne le communautarisme d'un certain nombre de quartiers de Paris qui, pour reprendre l'expression d'ATD Quart-Monde, pratiquent la pauvrophobie en refusant tout logement social sur leur territoire, tout logement pour les SDF, au profit d'un entre-soi entre riches. Si nous voulons être entendus, il faut marcher sur 2 jambes. Dénoncer le communautarisme des riches, le communautarisme de ceux qui refusent tout logement social, toute mixité sociale, en même temps que le communautarisme à visée religieuse de certains qui se replient par rapport à ces situations. 5e focale que je voudrais faire par rapport à la fraternité, c'est que la fraternité, c'est aussi une mission d'État auquel nous devons être vigilants. Parce que la fraternité, pour moi, elle passe aussi par la contribution de tous, conforme à ses revenus, je cite la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire l'impôt. Pour moi, la traduction de la fraternité, c'est la sécurité sociale, la protection sociale pour tous, c'est l'école publique pour tous, dans tous les lieux, et je ne me résigne pas à penser qu'en France métropolitaine, il y a encore 2 départements où l'école privée est majoritaire, et où effectivement, le Morbihan et la Vendée, où on a effectivement des cantons sans aucune école ou collège public. C'est effectivement la fraternité, l'action pour le handicap, l'aide aux chômeurs, l'aide aux retraites. Pourquoi je cite cette mission d'État? Je crois qu'on doit rappeler ce rôle de l'État laïque dans la fraternité. Comme disait Jaurès, la France, c'est une république laïque et sociale. Les 2 mots sont effectivement ensemble. Et puis ma 6e focale, ça sera de définir au fond ce qui sont pour moi les 4 termes de la charte de la laïcité des écoles. Pour moi, l'école publique, c'est un espace laïque de savoir et de citoyenneté. Espace, parce que c'est un espace de service public d'intérêt général, qu'elle est menée par
l'intérêt commun par le bien commun, et donc, de ce point-là, pas de propagande et prosélytisme. Laïque, parce qu'elle est à l'abri de toute pression politique, religieuse ou commerciale. Laïque, parce qu'elle accueille tous les jeunes, quelle que soit effectivement leur situation dans ces écoles. Et j'en ai assez des comparaisons internationales où on compare la France avec des pays où à 15 ans, le taux de scolarisation par rapport à la population est inférieur à 60%. Ça veut dire que je pense à un certain nombre de pays asiatiques où pour être scolarisé dans l'équivalent du collège, il faut une carte de résidence dans le pays ou une carte de résidence dans la ville. Prenez-y garde, il y a là des enquêtes internationales qui comparent des navets et des carottes. Le taux de scolarisation française, et je m'en réjouis, il est à 100%, et pour moi, c'est l'enjeu de la laïcité. Tout jeune présent sur le territoire doit être scolarisé. Espace laïque de savoir, parce que ce qu'on enseigne à l'école, ce sont des savoirs légitimés, c'est pas des croyances ni des convictions personnelles. Et je pense, de ce point de vue-là, et je m'en réjouis, que depuis 20 ans, et j'aimerais aussi qu'on le fête, puisqu'on va arriver au 20e anniversaire de cette loi qui a transformé l'obligation scolaire, qui était avant l'obligation d'instruction, par l'obligation de respect des programmes scolaires en vigueur, qu'on soit dans l'enseignement public, qu'on soit dans l'enseignement privé sous contrat, dans l'enseignement privé hors contrat ou dans la famille. Et je me réjouis que la ministre de l'Éducation ait sorti l'ensemble des textes d'application de ça, avec effectivement les interrogations à faire aux élèves des écoles privées hors contrat, aux élèves élevés dans la famille, puisque l'obligation scolaire en France, c'est le respect des programmes scolaires en vigueur depuis une loi de 1996 suite au rapport anti-secte. Et de ce point de vue-là, je suis dans la charte de la laïcité qui reconnaît les programmes scolaires comme la culture commune et partagée, puisque c'est ce que tous les enfants de France, quel que soit leur mode de scolarisation, doivent faire. Espace laïque de savoir et de citoyenneté, parce que je crois que c'est un enjeu de l'école. Et vous me permettrez de terminer par Jean Jaurès, une très belle phrase qui est de 1908 dans un débat à l'Assemblée nationale où on critiquait les programmes scolaires qui étaient anti-français, où on critiquait le programme d'histoire, où on expliquait que les Français étaient analphabètes, où on expliquait qu'on ne pouvait plus écrire un rapport sans faire des dizaines de fautes d'orthographe. Je tiens à disposition toute cette citation du débat de 1908, et Jaurès avait fait un grand discours sur l'école où il avait terminé: l'école a un enjeu, une mission de citoyenneté, elle doit permettre à l'élève de comprendre le monde pour ne pas le subir. Eh bien, pour moi, c'est la plus belle définition de l'école.